Alors le reflux gastro-œsophagien, à mon avis, est actuellement le trouble alimentaire le plus fréquent de la petite enfance. C'est-à-dire que, bien sûr, mon recrutement est un peu biaisé, mais c'est tout de même quelque chose qui, en fréquence, a largement dépassé les classiques coliques du nourrisson, pour lesquels les familles consultaient il y a une vingtaine d'années peut-être. Et quand j'interroge des anciens pédiatres plus âgés que moi, il semble que cette maladie soit apparue dans les 20 dernières années, alors qu'autrefois, on parlait de régurgitation, on mettait un bavoir au bébé, mais ça n'était pas une maladie en soi, alors que c'est actuellement probablement le roc de la pédiatrie et un point d'inquiétude quant à la demande médicale, à la demande thérapeutique et à la demande de consultation. Alors la prévalence du reflux gastro-œsophagien, en fait, quand on regarde dans la littérature, ça va de 8 à 30% selon les années, selon les auteurs, selon les critères pour lesquels ils parlent de reflux gastro-œsophagien. Je parle de critères cliniques ou de critères paracliniques. Et à l'hôpital de Versailles, dans le service du docteur Foucault, on avait fait en 1996 une enquête un jour donné dans les crèches du département où on demandait aux directrices de crèche combien d'enfants étaient traités pour un reflux gastro-œsophagien et quelles étaient les modalités du traitement. Et en fait, on avait été surprise de constater que de 2 mois et demi, 3 mois à 9 mois, 30% des bébés recevaient un traitement médical contre un reflux gastro-œsophagien. Le traitement allant des mesures diététiques, positionnelles, jusqu'aux médicaments prokinétiques que l'on connaît tous, et puis même aux antisécrétoires acides. En tout cas, 30% de la population des bébés arrivaient en crèche avec leur flacon de médicaments. La question qu'on se pose dans notre pratique pédiatrique, c'est est-ce qu'il y a réellement un accroissement de la fréquence de cette pathologie durant les 2 dernières décennies ? Ou est-ce qu'on est plus attentif aux symptômes, c'est-à-dire est-ce qu'on s'inquiète plus vite du symptôme? Est-ce qu'il y a une surmédicalisation, une demande médicale excessive autour de ce symptôme? Et pour ma part, je ne pourrais pas trancher bien sûr, et sûrement pas aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose de biologique, qu'il y a une évolution des bébés qui serait peut-être liée aussi au rythme dont on parle beaucoup, le fait qu'ils doivent très vite devenir autonomes, aller à la crèche très tôt, être très rapidement autonomes sur le plan alimentaire. Donc il y a probablement une évolution des rythmes de vie et peut-être aussi une évolution biologique, c'est-à-dire des bébés qui sont quand même dans un certain état d'immaturité à la naissance et dont les fonctions digestives vont mûrir au fil des mois. En tout cas, cette augmentation de fréquence pose une question sur l'influence que l'environnement, les rythmes ont sur l'accordage des rythmes digestifs de nos bébés. Par définition, le reflux, c'est la remontée anormalement fréquente du contenu gastrique dans l'œsophage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce contenu gastrique est acide et bien entendu douloureux, on va en reparler tout à l'heure, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une définition clinique. C'est-à-dire qu'on parle de reflux gastro-œsophagien pathologique si ces remontées trop fréquentes sont douloureuses et entravent la vie du bébé. Alors qu'on sait qu'il existe chez tous les bébés un reflux qu'on appelle physiologique, c'est-à-dire qu'un bébé a tout à fait le droit de recracher, de régurgiter un peu, en particulier lors du rot. Ça, c'est un reflux physiologique qu'on traite par un simple bavoir. Donc ce qui est intéressant dans cette pathologie, c'est qu'il y a un chevauchement entre quelque chose qui est physiologique et quelque chose qui devient pathologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que la définition du pathologique est parfaitement subjective, puisque si on voulait être stricto sensu médical, on dirait qu'un reflux est pathologique lorsque la pH-métrie, l'enregistrement de 24 heures, montre un reflux pathologique. Et bien sûr, il est hors de question d'imposer une pH-métrie à tous les bébés qui se présentent pour des régurgitations. Donc la description est subjective de la part des parents. Donc le reflux gastro-œsophagien peut être physiologique, peut être pathologique. Et ce qui est important dans cette maladie ou dans ce symptôme, c'est que ça peut également être un symptôme fonctionnel ou un symptôme lésionnel. Fonctionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie anatomique ni infectieuse de l'organisme, mais que cela fonctionne, cela dysfonctionne. Alors que la pathologie lésionnelle, on peut avoir des complications telles qu'une œsophagite, telles que des saignements, et là on entre dans le lésionnel. Et ce reflux gastro-œsophagien peut passer chez le même enfant du fonctionnel au lésionnel et inversement, de même qu'il peut passer du physiologique au pathologique. Et c'est bien sûr là qu'on va se poser au maximum la question de la réponse médicale et du contexte environnemental. Le reflux peut être pathologique et
pathologique, il peut être compliqué ou non. C'est-à-dire que le reflux gastro-œsophagien est vraiment la maladie à la mode en pédiatrie, c'est vraiment la maladie d'actualité. Et il est probablement et bien sûr à l'origine de complications, mais à l'inverse, on a tendance à lui attribuer toutes sortes de complications à raison ou à tort. Alors, il y a d'abord des complications qu'on connaît bien en pédiatrie, qui sont l'œsophagite, avec son cortège de douleurs, de pleurs, de refus du biberon. Et là, on se trouve dans le diagnostic des pleurs du nourrisson. L'œsophagite peut faire saigner, l'œsophagite peut empêcher de boire et donc empêcher de grossir. Et puis, on a des complications qui sont plus à discuter au cas par cas, qui sont des complications ORL ou respiratoires, les bronchites, les otites à répétition. Et surtout, le grand chapitre, c'est les complications que je vais qualifier de générales ou neurologiques, c'est-à-dire que le reflux gastro-œsophagien est incriminé dans ce qu'on appelle les malaises du nourrisson, les malaises graves du nourrisson, et a été beaucoup étudié et incriminé dans la mort subite inexpliquée du nourrisson. Alors je pense qu'il est très important de considérer le reflux gastro-œsophagien du nourrisson et donc ces familles qui nous consultent en ayant à l'esprit ce qui a été dit dans les médias, ce qui est connu de la population générale sur la mort subite inexpliquée du nourrisson. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à faire beaucoup écrire. Et il y a 20 ans environ, on pensait que le reflux gastro-œsophagien était un des éléments principaux de la mort subite du nourrisson. Mais je rappelle que c'était également une période où les bébés souvent étaient couchés sur le ventre parce qu'ils étaient plus confortables pour leur colique. C'est une période où on s'est mis à donner des traitements anti-reflux. Ce qui est très intéressant, c'est les travaux de l'équipe de Michel Dehan, par exemple, à Clamart, qui ont montré qu'en fait, durant ces 20 années de traitement du reflux gastro-œsophagien du nourrisson, la fréquence de la mort subite du nourrisson n'a pas diminué, mais s'est accrue. Donc là, je pense que les conduites pédiatriques ont été largement remises en cause et ça a été à l'origine de toutes les consignes que vous connaissez pour prévenir la mort subite du nourrisson, qui font qu'actuellement on conseille de coucher les bébés sur le dos, on conseille également d'éviter les matelas trop mous, d'éviter l'hyperthermie, et on a beaucoup relativisé l'importance du reflux gastro-œsophagien dans la mort subite du nourrisson. On a expliqué aux parents que c'était un cofacteur, que bien sûr on ne pouvait pas l'innocenter à tous les coups, mais que ça n'était pas du tout le facteur principal comme on le pensait autrefois. Le facteur principal étant maintenant considéré comme étant plutôt des viroses et des hyperthermies. Et en particulier, depuis que l'on couche les bébés sur le dos, tout en continuant à traiter leur reflux si cela est nécessaire, il n'y a pas eu d'augmentation de fréquence des morts subites par suffocation. Ça, c'est très important à expliquer aux parents qui sont souvent inquiets qu'on couche leur bébé sur le dos ou qu'on traite plus ou moins bien leur reflux gastro-œsophagien. Alors, ce qui est frappant en consultation de gastropédiatrie, lorsque je vois ces familles dyades ou triades arriver pour le reflux gastro-œsophagien, c'est d'emblée l'aura d'angoisse. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où les mamans sont, je dis souvent les mamans, sont extrêmement angoissées déjà par la façon dont se déroulent les repas, par ce bébé dont les régurgitations vont venir à chaque fois mettre à mal leur confiance de mère nourricière. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on se situe dans un contexte où cette maladie est une véritable épée de Damoclès qui va durer pendant 1 an ou qui va durer pendant 18 mois, où le spectre de la mort subite rôde. Et je crois que ce qui m'est apparu au fil des années, c'est qu'il était important de parler du symptôme, de chercher ses racines, d'en faire une anamnèse assez complète, assez soigneuse, et de voir ce bébé avec ses parents dans sa globalité, plutôt que de foncer dans ce que j'appellerais la tendance scientiste actuelle, qui serait de faire des examens, de chercher à en comprendre finement la physiopathologie et de trouver un traitement qui soit une sorte de couvre-feu, un traitement qui marche de façon immédiate. C'est important parce que les familles sont souvent en demande d'un traitement miracle et magique qui va faire disparaître le symptôme. Ce qu'on constate, c'est que si on veut le faire disparaître trop vite, on va soit échouer, soit aboutir à un déplacement du symptôme.
Il me paraît important d'abord donc de faire décrire le symptôme par les parents et puis parallèlement d'observer un peu les relations qu'ils ont avec ce bébé pendant la consultation et la façon dont le bébé se comporte. Alors pour être très simple, je leur fais décrire les repas, je leur fais décrire leurs inquiétudes au sujet de ce symptôme et bien sûr je vais avoir une anamnèse qui va déborder largement sur l'histoire de la grossesse de ce bébé, sur ce qui s'est passé dans la fratrie s'il y a des enfants qui ont précédé ce bébé. Dans la famille, est-ce qu'il y a eu des maladies graves? Est-ce qu'il y a eu des décès? Est-ce qu'il y a eu des morts subites? Et puis, je vais aller aussi jusqu'au comportement alimentaire des parents, c'est-à-dire comment eux buvaient leur biberon, est-ce qu'il y avait des histoires de reflux, quelle est la réaction des grands-parents, en particulier la grand-mère maternelle. Et puis, ça va être intéressant puisqu'on va aller à l'environnement de cette jeune maman qui parfois peut être plus solitaire, plus isolée et avoir peut-être moins eu de conseils de périculture de sa propre mère qui parfois est à l'étranger ou en province. Ensuite, bien sûr, je vais assurer ce que j'appellerais mon contrat somatique de pédiatre, c'est-à-dire que ce bébé, je le regarde, je l'observe, je l'examine, je le pèse, je le mesure, j'interagis avec lui, je vois le tempérament du bébé. S'il s'agit d'un bébé qui me semble plutôt très actif, très tonique, se rejetant en arrière lors des biberons, ou un bébé qui me semblerait peut-être déjà dans quelque chose d'un petit peu dépressif, un peu hypotonique, qui laisse la régurgitation remonter comme une espèce de trop-plein. Et puis ensuite, ce qui me semble important, c'est bien sûr de savoir les traitements qui ont été entrepris, mais c'est de conseiller sur le plan pédiatrique et médical les parents, c'est-à-dire de leur dire ce que je pense des complications possibles ou non chez ce bébé et d'aborder avec eux ce qui me paraît être important dans les rythmes de vie, dans l'environnement, sans être intrusive, sans entrer trop dans ce que je pourrais appeler une culpabilisation abusive des parents ou de la mère, mais en tout cas en ouvrant large sur le contexte des rythmes de vie du bébé, des rythmes des repas et surtout de ce que leurs angoisses peuvent parasiter au niveau de la relation alimentaire. Donc il me semble que le pédiatre a là un rôle d'abord somatique, qui va être de décrypter, de débrouiller ce symptôme et de voir s'il y a des examens à faire, parce que bien sûr parfois il faut en faire. Et après, bien sûr que ça se fait simultanément, mais après ce contrat somatique, il a un rôle de contenance, c'est-à-dire d'expliquer aux parents les tenants et aboutissants du symptôme et d'essayer de les contenir et de les soutenir dans leur rôle de parents, tout en décryptant vraiment les angoisses jusqu'au niveau le plus archaïque de ce qu'ils ont perçu, de ce qu'ils ont craint pour ce bébé. Alors cette contenance du pédiatre est bien sûr à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on est en présence de familles qui viennent avec une demande extrêmement différente. Je vois beaucoup de familles qui viennent avec une demande d'examen complémentaire, une demande extrêmement médicale qui soit vient d'eux, soit vient de leur pédiatre ou de leur médecin de médecine générale. C'est-à-dire que ces familles sont un petit peu dans la négation, dans le refus de ce qu'il pourrait y avoir d'angoisse, de comportemental, d'environnemental autour de ce symptôme reflux. Et puis, il y a d'autres familles qui viennent déjà avec une théorie explicative, qui ont déjà une idée, ou qui, en tout cas, sont plutôt soulagés et heureux que l'on aborde le symptôme sous d'autres angles. Ils sont contents de parler de la grossesse, ils sont contents de dire qu'il y a eu un accident dans la famille à ce moment-là, ils sont contents de retrouver des repères qui ne soient pas un enfant qui finalement est mal fabriqué, qui a une maladie sévère. Ils sont heureux de mettre une histoire autour du symptôme et d'arriver à soulager cet enfant autrement que par des examens invasifs. Donc il est important de dire que ces familles ont donc une capacité de narration, une capacité d'émettre des hypothèses qui est très différente. Et selon ce qu'ils vont pouvoir ouvrir dans leur propre histoire, dans leur propre questionnement, et selon ce que je vais percevoir, il va me sembler que ce bébé et ses parents vont pouvoir progresser avec moi, simplement en consultation, avec une progression autour de l'anamnèse. En revanche, il y a des situations où il me semble être de mon devoir, pour le développement du bébé et pour le bien-être de la famille, de négocier pas à pas
un envoi au psychothérapeute, c'est-à-dire une consultation et une prise en charge. Je pense par exemple à des consultations où il y a une dépression périnatale au sens large du terme, qui est vraiment entravante pour la maman, mais surtout pour le bébé, pour son développement, et où il serait déraisonnable de garder ça sous silence en traitant le reflux du bébé. D'autres situations où vraiment le contexte me semble pathogène, avec une espèce de réédition, réédition transgénérationnelle ou réédition dans la fratrie, comme si ce reflux ou ce malaise était en quelque sorte programmé pendant la grossesse ou pendant déjà l'anamnèse de cette femme, comme si le bébé ne pouvait exister que par cette pathologie et ne trouvait place dans le regard de sa mère que par ces symptômes médicaux qui font consulter. Lorsque les familles sont dans une demande hyper somatique d'examen, hyper médicale, il est bien évident, hors de question de les envoyer directement en consultation de psychothérapeute. C'est là que la collaboration que j'ai avec Sylvain Missonnier est très importante parce que ça me permet de moi-même réfléchir, même si je ne le verbalise pas, à toutes les hypothèses que je vois à l'origine de ce symptôme. Et ce que je vais faire, ça va être un long travail d'accompagnement en les amenant très progressivement à passer du symptôme organique, du symptôme fonctionnel, à ce qui peut se passer dans le relationnel et ensuite à ce qui peut se passer en eux. Et ça va être des consultations qui vont être répétées, sans les bousculer, sans être intrusives, mais qui vont finalement les amener à comprendre qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Par contre, si la situation me paraît suffisamment sévère et accessible à un envoi au psychothérapeute, je vais leur expliquer très clairement ce qui m'apparaît dans le symptôme ou dans l'histoire de la famille comme nécessitant une prise en charge, une aide, et je parle toujours à ce moment-là du bébé. C'est-à-dire que j'évite bien sûr de culpabiliser la maman ou les parents, je leur parle du tempérament du bébé, du risque pour leur bébé, tout en pointant quand même ce qu'elles savent bien faire, ce qui va bien chez le bébé, mais ce qui pourrait être amélioré ou facilité par une prise en charge psychothérapique de la famille. Oui, alors le reflux gastro-œsophagien du nourrisson est un symptôme qui est tout à fait originaire, qui est infraverbal, qui met en jeu des angoisses archaïques auprès des parents et auprès des soignants. Et donc c'est probablement un symptôme pour lequel la collaboration indirecte avec les psychothérapeutes et je dirais même avec les psychanalystes me paraît fondamentale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur apporter en consultation une sorte de contenance, une empathie, une compréhension du symptôme et de ce qui se passe autour qui viendra, en ce qui me concerne, de mes lectures et de mes échanges avec les psychanalystes. Oui, ce qui me paraît important de dire au sujet du reflux gastro-œsophagien du nourrisson, c'est que c'est une maladie qui, bien sûr, doit être soignée par le pédiatre et que nous ne sommes pas en train de dire qu'un bébé qui reflue et sa famille doit être envoyé au psy à tous les coups et en tout cas d'entrée de jeu. C'est vraiment le travail quotidien du pédiatre. Mais ce qui me semble important, c'est que le pédiatre élargisse sa pratique d'une dimension humaniste. Et cette dimension humaniste, je dirais même plus, elle doit s'étayer sur des connaissances psychanalytiques, à la fois sur la psychologie développementale, mais également sur des connaissances psychanalytiques, de façon à apporter à ces familles une ouverture qui parfois peut aller jusqu'au transfert vers une consultation psychothérapique, mais qui dans nombre de consultations reste une ouverture et un accompagnement. Je propose toujours de revoir ces bébés en consultation. Et ce qui est intéressant lors d'une consultation ultérieure, c'est de savoir bien sûr comment la situation a évolué et si, ce que j'espère, elle a évolué favorablement et si les parents sont disposés à le faire avec moi, d'évaluer un petit peu ce qui a été bénéfique. Car comme je vous l'ai dit, il est parfois nécessaire pour moi de faire des examens complémentaires, il est parfois nécessaire de donner un traitement médical, un traitement antisécrétoire, ce qui ne dispense pas d'avoir une approche complémentaire.
Et donc, sans non plus rescreener totalement ce symptôme, il est très important pour moi d'avoir une espèce de contrôle de ma pratique et de savoir chez ce bébé ce qui a été bénéfique. On peut avoir des satisfactions, on peut avoir des échecs bien sûr, mais on peut en tout cas avoir l'impression que le symptôme s'est amélioré uniquement en le replaçant dans ce contexte, en le remettant en histoire et en offrant à ses parents une espèce de contenance. Alors la physiopathologie du reflux gastro-œsophagien du nourrisson est complexe et polyfactorielle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie maturative, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un symptôme qui va disparaître le plus souvent, grosso modo, vers l'âge de la marche, c'est-à-dire vers 12-18 mois. Alors, on parle d'une façon générale d'une défaillance des mécanismes anti-reflux, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui empêchent que le contenu gastrique remonte dans l'œsophage. Alors, le plus important, je ne détaillerai pas les autres, le plus important, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est un muscle lisse, donc totalement indépendant de notre volonté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, lorsque le bébé déglutit, ce sphincter inférieur se relâche et ensuite il se referme, empêchant le contenu gastrique acide de remonter. Donc on va parler soit d'une hypotonie de ce sphincter, soit d'une achalasie, c'est-à-dire que ce sphincter ne se relâche pas lors de la déglutition ou se contracte de façon inappropriée. On a là une espèce d'asynchronisme entre la déglutition et le fonctionnement du sphincter inférieur de l'œsophage. Ce qui est très important, c'est de savoir que ce muscle lisse est sous la dépendance d'un contrôle qui est neuro-hormonal par le système sympathique, parasympathique et par nombre de substances peptidiques neuro-hormonales qui sont exactement les mêmes que celles qu'on a dans le système nerveux central et qu'il existe un système nerveux périphérique qui est en connexion permanente avec le système nerveux central. Ce qui, pour nous, explique bien facilement les interactions entre système nerveux central, système nerveux périphérique et fonction digestive. Alors vous comprenez bien que lorsqu'on parle d'un contrôle neuro-hormonal, on parle évidemment des interactions avec le système sympathique, c'est-à-dire les catécholamines circulantes, et tout ceci nous explique très facilement ce que l'on sait de nombre d'autres fonctions digestives, c'est-à-dire qu'un état de stress, un état de tension, et puis aussi un état biologique d'infection, un état biologique de faim d'hypoglycémie, puissent jouer un rôle dans le contrôle de ce sphincter, tout simplement par les catécholamines et neuropeptides circulants. Alors les examens complémentaires que l'on est amené à proposer à un bébé qui a un reflux gastro-œsophagien gardent tout leur intérêt et leur importance dans certaines situations. Et je ne voudrais pas laisser penser qu'un abord holistique ou global du bébé et de sa famille dispense dans certaines situations de faire le point de façon précise sur le plan somatique et de donner un traitement médicamenteux qui évite des complications lésionnelles. En particulier, il y a des pathologies anciennes telles que la sténose peptique de l'œsophage qui, grâce au progrès de la pédiatrie, de la gastro-entérologie pédiatrique, ont quasiment disparu de notre pratique. Alors pour être plus précis, la fibroscopie est un examen qu'on va être amené à proposer lorsque l'enfant régurgite du sang, bien sûr, ou lorsqu'il est extrêmement douloureux, qu'il refuse ses repas sans qu'il y ait d'autres explications en dehors d'une œsophagite. Donc cet examen consiste à regarder à l'aide d'un fibroscope l'estomac, le pylore et le cardia et l'œsophage de l'enfant en remontant tout doucement et permet de voir s'il y a une lésion muqueuse qu'est l'œsophagite. Auquel cas, on prescrira au bébé un traitement qui empêche la sécrétion d'acide durant plusieurs semaines. La pH-métrie œsophagienne est un examen totalement différent qui consiste à porter une petite sonde durant 24 heures pour mesurer, quantifier le reflux gastro-œsophagien. Il est rarement indiqué chez le nourrisson, mais plutôt chez un enfant un peu plus grand, chez qui des complications extradigestives comme des pathologies ORL ou respiratoires nous amènent à rechercher un reflux gastro-œsophagien. Il nous reste la manométrie œsophagienne, qui est un examen qui n'est pas du tout de routine, mais qui a eu l'intérêt durant, je dirais, la dernière décennie d'explorer la physiopathologie de ce reflux gastro-œsophagien
Et ce qui est intéressant de pointer lorsque l'on a fait beaucoup de manométrie œsophagienne, c'est que cette physiopathologie est absolument multiple, variée chez un même bébé, polyfactorielle, et que ce sphincter inférieur de l'œsophage peut avoir des fonctionnements complètement différents selon l'heure de la journée et selon le contexte environnemental du bébé. En tout cas, cet examen mesure les pressions du sphincter œsophagien et mesure le péristaltisme du corps de l'œsophage.